Bien, donc le quart d'heure nîmois étant passé, on va commencer donc cette soirée. Donc cette table ronde portant sur droit au loisir, au sport et à la culture, quelle que soit sa singularité, et donc la dernière table ronde d'une série donc de cycles de conférences qui se sont déroulés entre le 16 et le 22 novembre, sachant que donc il y avait prévu demain soir, donc le 23 novembre, une conférence par le journaliste Claude Hardid sur son livre Les enfants du purgatoire. Malheureusement, donc, le conférencier étant malade, eh bien, la conférence a été annulée. Donc c'est bien ce soir que nous clôturons le cycle de conférences qui se tient donc ici à l'université donc, de Nîmes dans le cadre de la semaine gardoise des droits de l'enfant. Alors pourquoi cette semaine gardoise des droits de l'enfant ? Eh bien parce que le 20 novembre 1989 a été donc signée la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc chaque année, nous célébrons la journée universelle des droits de l'enfant. Et à cette occasion, nous avons donc préparé un programme sur une semaine qui regroupe alors non seulement des conférences et des tables rondes à l'université de Nîmes, mais également des expositions, des spectacles, des animations donc dans différentes localités gardoises, donc au total 12 localités gardoises. Et donc le DEI Gard, donc pour Défense des enfants internationales, coordonne donc l'ensemble de ces manifestations en s'appuyant sur un collectif de 25 associations. Donc vous avez ce soir donc quelques représentants qui ont effectivement proposé des sujets pour donc, ces tables rondes et conférences, mais également des animations sur différents donc, sites gardois. Donc je voulais tout d'abord remercier donc, les intervenants, donc Agnès, Romain, Isabelle et Aurore, donc avec qui nous avons préparé cette table ronde. Donc je les remercie vivement pour leur implication et pour donc, la structuration de la table ronde. Et puis donc je vais vous laisser la parole pour nous présenter donc, quel est l'objectif de la table ronde et ce dont vous allez donc nous parler. Merci beaucoup. Voilà, on voit l'habitude. Hein. Bonsoir à tout le monde. Donc du coup, donc je me présente Isabelle Viella, donc je vais essayer de coordonner cette table ronde avec les différents intervenants. Donc Cathy a rappelé le titre, hein, droit au loisir, au sport, à la culture, quelle que soit sa singularité. Donc avec nous, il y a Romain Blanchard qui va ouvrir la table ronde, qui occupe les fonctions de chef de pôle régional Occitanie du Défenseur des droits. Donc, je laisserai ouvrir. Aurore Dacour à ma droite, qui est coordinatrice au relais loisirs handicap 30, pôle d'appui ressources aussi. Agnès Padovani, directrice adjointe du pôle enfant à Alès Arthès Les Olivettes, IME CESAD, donc aussi investie au sein du comité sport adapté. Donc moi-même directrice du comité sport adapté, coordinatrice d'un dispositif d'appui à l'inclusion sportive. Et j'excuse donc Kevin Lapère, qui était ambassadeur, qui est un sportif sport adapté et FFA, qui, voilà, pour des raisons personnelles et médicales, n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc on passera quand même les documents qu'il avait préparés, même si ça ne vaut pas un témoignage directement de sa parole. Voilà, donc je vais passer la main à Romain pour ouvrir et positionner un petit peu cette présentation et les échanges pour positionner dans le cadre de la semaine des droits de l'enfant. On propose à Romain de contextualiser d'un point de vue législatif et notamment de faire un petit état des lieux sur l'état actuel des droits des enfants à l'accès aux loisirs, au sport et à la culture. Je me répète. Et juste, on se disait qu'on allait peut-être, on a plutôt prévu d'enchaîner nos interventions et qu'on laisse un temps de discussion et d'échange après, sauf si vraiment vous avez une question qui vous démange directement. C'est faisable, on est dans un amphi assez cocooning et convivial, donc on peut aussi échanger en direct. Bon, théoriquement, c'est plutôt prévu sur la fin. Romain, je te passe la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc, merci à DEI Gard pour l'organisation et l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Le Défenseur des droits publie chaque année
un rapport sur les droits de l'enfant en France. C'est un rapport que l'on remet au président de la République. La thématique change d'une année sur l'autre et cette année, nous avons décidé de le faire sur le droit au loisir, au sport et à la culture. C'est la raison pour laquelle on avait proposé aussi ce sujet pour une conférence dans le cadre de la JUD. Alors, juste très rapidement, quelques mots sur pourquoi on a choisi de faire un rapport sur cette thématique qui est le droit au loisir, au sport et à la culture. D'abord, parce qu'il ne vous aura pas échappé que la France va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques l'année prochaine. Et donc, on a voulu se questionner sur l'accès au sport et plus globalement aussi aux activités de loisirs et culturels des enfants en France. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était parce que nous nous interrogions sur les conséquences de la crise sanitaire. On sait que durant la crise sanitaire, de nombreux enfants ont été privés, enfin pas de nombreux, tous les enfants ont été privés de leurs activités sportives, récréatives au sens large. Et donc on se demandait dans quelle mesure aujourd'hui, la crise sanitaire étant passée, les enfants avaient retrouvé le chemin de ces activités culturelles, sportives et de loisirs. Et enfin, la troisième raison, c'est parce que nous recevons de nombreuses saisines aux défenseurs des droits qui font état d'entraves, voire de discrimination dans l'accès à ces activités. C'est ça qui a motivé la raison de ce rapport. Et je précise que pour l'écriture de ce rapport, on s'appuie bien sûr sur ces réclamations que l'on reçoit, sur des contributions, sur des auditions, mais aussi sur une vaste consultation des enfants. Chaque année, on consulte les enfants pour recueillir leur avis, leur opinion, leurs recommandations là-dessus. Et au cours de ma présentation, je m'appuierai justement sur des témoignages d'enfants. Et pour vous préciser, cette année, on a recueilli la parole de plus de 3800 enfants partout en France. Enfin, je dis enfants, mais on devrait parler de jeunes parce qu'ils étaient âgés de 3 à 21 ans, et on s'est appuyé sur près de 90 structures, dont une dizaine en Occitanie. On n'en avait pas dans le Gard, donc je me permets de faire un petit appel pour l'année prochaine. Si certaines structures veulent participer, décliner cette consultation des enfants du défenseur des droits dans le Gard, on est tout à fait partant pour cela. Ce propos liminaire étant fait, j'en viens maintenant absolument à ce cadre juridique sur les droits des enfants. Peut-être vous dire... vous partagez un constat que l'on a pu faire, c'est qu'on associe beaucoup les enfants au loisir. Assez spontanément, on pense enfants, on pense jeux, loisirs. Ça va assez de soi. Par contre, on associe très très peu loisirs et droits. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup moins de soi. Et les loisirs ont tendance à être considérés comme des activités en quelque sorte superflues. Et le droit au loisir, au sport et à la culture, lui va être considéré comme secondaire, comme accessoire par rapport à d'autres droits qui vont être inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Je pense par exemple au droit à la santé, au droit à l'éducation, d'aller à l'école, ou encore le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence. On se dit finalement, en comparaison au droit d'aller à l'école ou d'être protégé contre les formes de violence, est-ce que le droit au loisir, c'est pas un droit secondaire ? Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et d'ailleurs, quand on interroge les adultes et qu'on leur demande de nous citer spontanément des droits de l'enfant, ils ne citent jamais le droit au loisir, aux activités culturelles et sportives. Et pourtant, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce rapport, ce droit, il est absolument fondamental, il est absolument nécessaire pour le bon développement psychique, physique des enfants, pour leur émancipation sociale. Mais on y reviendra juste après avec l'intervention d'Aurore. En tout cas, c'est parce que ce droit, il est important qu'on l'a inscrit dans cette fameuse Convention internationale des droits de l'enfant à l'article 31. Donc, vous voyez, bon, là, il y a les grands principes, pardon. On n'est pas synchro. L'article 31 de cette Convention internationale des droits de l'enfant, il indique que les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et au loisir, de se livrer aux jeux et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
Et il est aussi dit dans cet article, dans le point 2, que les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles dans des conditions d'égalité. Donc un droit qui est inscrit dans cette convention internationale. Et ce droit, il a également une assise constitutionnelle. C'est la slide d'avant ou d'après, je ne sais plus, puisque notre constitution de 58 se réfère au préambule de la constitution de 46 qui prévoit que elle c'est la nation. Hein. C'est la nation garantit à tous, et notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle et surtout le repos et les loisirs. Et ça, c'est particulièrement important pour le juriste que je suis. Pourquoi ? Parce que la Constitution, c'est le texte le plus important dans notre arsenal juridique. C'est le texte en quelque sorte qui est sacré. Et donc ça veut bien dire que ce droit au repos et au loisir, il est particulièrement important. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Désolée. J'écoutais en fait. Je suis désolée. Donc merci pour toutes ces informations. Et, sur le droit et donc d'une façon générale le droit des enfants. Et on voulait faire un petit focus aussi sur la table ronde qui nous anime sur les enfants en situation de handicap. Et c'est pour ça que Agnès devrait mettre un petit peu le cadre aussi positionné par rapport aux réglementations et à l'évolution des définitions du handicap. Oui, en effet. Bon, moi, actuellement, je travaille du coup dans un établissement et service qui accueille des enfants et des adolescents et des jeunes majeurs. Mais la question du handicap me traverse depuis de très, très nombreuses années puisque j'ai fait carrière là-dedans. Depuis, voilà, je suis jeune, donc voilà. Non, voilà, c'est pas toute la frise. Mais je vous ai présenté cette frise, en fait, pour vous faire voir qu'en effet, la notion de handicap a évolué depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant. On est passé dans de l'assistanat, c'était la façon de s'occuper des personnes qui étaient handicapées au XIXe siècle, à la reconnaissance après d'un droit à la réparation quand on est sorti de la guerre où il y a eu plein d'infirmes et de blessés de guerre. Et en fait, le grand tournant du handicap est avec les lois d'orientation dans les années 75, enfin 1975, où là, on a créé des catégories en fait pour accueillir les personnes avec des handicaps. On a créé des établissements, des services en fonction des différents handicaps moteurs, physiques, sensoriels, intellectuels. Et c'est dans ce sens où on parle de discrimination positive, puisqu'on a créé quand même des cases pour pouvoir faire de l'accueil et de l'accompagnement des personnes. Et donc, on est dans des filières spécialisées. Mais par contre, c'est vrai qu'on se rend compte que voilà, à partir de là, la personne en situation de handicap occupe vraiment dans la société une place qui commence à évoluer vers une plus grande participation à la vie collective, citoyenne et sociale. Et c'est pour ça que là, je voudrais faire un focus sur la définition du handicap. Sur la définition du handicap, c'était avant. Voilà, là-dessus, sur la définition du handicap, où dans les années... tu veux que je me lève pour peut-être... Ouais. Peut-être, oui, mais par rapport à la caméra, je ne sais pas. Voilà. Dans les années, en fait... ça sera parfait. Voilà, bon, c'est bon, alors je me fous, je ne sais pas plus. Donc en fait, voilà, je vous l'ai fait à les deux définitions de l'OMS, celle de 1980 et celle de 2001, où on voit l'évolution en fait de l'interprétation. Dans les années 1980, l'OMS s'est beaucoup basée sur les travaux de Wood, en parlant voilà, qu'une maladie crée une déficience, donc ça peut être motrice, mentale, sensorielle, qui crée des incapacités, qui étaient des difficultés à réaliser un certain nombre d'actes dans la vie courante, marcher par exemple, si on a des problèmes moteurs. Et en fait, ça arrivait aussi à un désavantage social, à savoir l'impossibilité d'assumer un rôle social considéré comme normal, compte tenu de l'âge, du sexe et des variables socio-culturelles. Par exemple, trouver un emploi. Donc là, on a quand même déjà un début de dimension sociale. C'est un premier pas vers l'égalité des chances. Mais par contre, cette évolution-là des réflexions sont portées par les chercheurs québécois
Et c'est pour ça que dans les années 2000 et en 2001, l'OMS en fait s'appuie sur une nouvelle définition, une deuxième définition beaucoup plus complète qui introduit d'autres dimensions. Le handicap, en fait, il est perçu comme une interaction dynamique entre l'état de santé d'une personne, les facteurs environnementaux et les facteurs personnels. Donc l'OMS reconnaît en fait la complexité qu'il y a du handicap dans son problème individuel qui concerne le corps, mais aussi le problème social qui concerne toute la société. Elle reconnaît également donc du coup la dimension interactive du handicap qui est défendue donc par les chercheurs québécois où leurs recherches sont toujours reconnues et on peut les trouver sur les réseaux. La question de l'environnement donc, agit vraiment comme un facteur potentiellement facilitateur mais ou négatif sur la production de situations de handicap. Donc cette définition alternative du handicap pointe la responsabilité de la société et les barrières environnementales ou non et qu'elle met en place et ainsi empêche une intégration complète des personnes handicapées. Selon ce modèle, donc, ce ne sont plus les personnes handicapées et leurs déficiences qui sont mises en cause, mais c'est bien la société qui est incapable de fournir des pratiques et des réponses adaptées. Et les notions de handicap, d'incapacité et de déficience sont aujourd'hui vraiment clairement distinctes. Le handicap n'est plus considéré comme un attribut de la personne, mais c'est bien comme un désavantage qui est le résultat de l'interaction entre celle-ci et son environnement. Donc en fait, on va revenir peut-être sur la frise, parce que du coup, cette nouvelle vision-là et ces définitions vont avoir un impact sur les politiques publiques, aussi bien au point de vue national que européen et international. Et c'est pour ça qu'on donne de plus en plus de place à la personne concernée. On parle de pouvoir d'agir, d'empowerment, pour les personnes accompagnées. Et c'est là qu'en France intervient et est publiée une loi, c'est la loi 2005-102, la loi qui est pour l'égalité des droits, des chances et la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Là apparaît la définition pour la première fois du handicap de la manière suivante. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie par une personne dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Voilà, c'est là-dessus. Le sport devient vraiment un droit pour tous. Et dans la loi handicap 2005, donc du coup 102, l'accessibilité de tous les lieux doit être possible, y compris pour la pratique d'une activité sportive, mais même de loisirs. Nous sommes du coup dans la compensation des conséquences apportées par le handicap. Et avec la loi 2005 sont créées les MDPH, donc les maisons départementales pour les personnes handicapées, mais aussi apparaissent des droits, différents droits à la compensation. Ce sont des PCH, prestations compensatrices du handicap, c'est un peu compliqué, mais en fait c'est comme ça, des PCH, et qui existent pour, en tant qu'aide humaine, financière, matérielle, mais à différents niveaux. Il peut y avoir des aides pour les loisirs et pour les vacances, donc une aide financière sous forme d'enveloppe, pour du matériel, bon, pour les personnes qui ont des fauteuils, qui ont des prothèses spécifiques, peuvent faire appel aux prestations au PCH, pour aide humaine, pour les transports aussi, on peut avoir tout ce genre de prestations, donc je ne me rappelle plus à l'heure actuelle, c'est vrai que je ne suis pas allée voir combien il y en a, mais c'est vrai que ça évolue et il y a de nouvelles prestations. Je ne sais pas qui c'est qui a la réponse, mais je ne me rappelle pas, je ne peux pas vous le fournir aujourd'hui, mais il y a plusieurs PCH. Donc voilà, cette définition du coup là, du handicap elle est beaucoup plus dynamique, et donc tout ça, c'est vraiment pour arriver en fait à ce que le terme de compétence est introduit pour la personne dans une position qui devient, la personne devient sujet et actrice. Et en fait, on va travailler sur sa capacité d'agir plutôt que sur son handicap. En 2010 aussi, le gouvernement français a ratifié donc, la Convention des Nations Unies sur le handicap pour que chacun puisse jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Cette convention internationale marque un tournant dans l'approche du handicap. La personne handicapée est un sujet de droit et le handicap est vraiment une question qui relève des droits de l'homme. Et dans cette convention, en fait, il y a plein de thèmes qui ressortent. La communication alternative augmentée, dont Gaëtan avait parlé la semaine dernière aussi. Tout ce qui est les problèmes d'accessibilité, d'égalité des chances, d'inclusion sociale et d'autonomie de vie.
Et en France, le gouvernement Macron, il a mis un coup d'accélérateur dès qu'il a démarré son quinquennat, puisqu'il a fait du handicap une de ses priorités pour créer en 2017 le premier comité interministériel du handicap. Donc on parlera plus tard parce qu'on a des illustrations de personnes qui ont participé. Et Sophie Cluzel, elle a souligné que pour agir efficacement sur le quotidien des personnes, il faut investir l'ensemble des champs de l'école, de l'emploi, du logement, de la santé, de l'accessibilité de la ville et des transports, de l'accès au sport et à la culture et aux loisirs. Donc voilà, les compétences sont vraiment mises en avant. On passe d'une logique de prise en charge à une logique vraiment de prise en compte dans une démarche inclusive. L'accent est mis sur le pouvoir d'agir des personnes, leurs projets de vie, l'autodétermination, les logiques d'individuation et vraiment la participation. On veut que la personne soit vraiment auteur de son projet de vie dans une démarche de respect et d'accès aux droits communs. Voilà pour un petit peu, j'essaie d'être assez brève. Je peux préciser juste une chose que je n'ai pas dite quand j'ai parlé tout à l'heure de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est qu'il y a aussi un article qui est spécifique aux enfants en situation de handicap qui prévoit aussi de favoriser leur accès à la culture, au sport et aux loisirs. C'est l'article 23. Tout à fait. La diapo arrive en décalé, mais elle est là. Oui, donc justement pour rebondir sur cette démarche actuelle du passage de la prise en charge. Avant, on parlait de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Maintenant, on parle de prise en compte. Et notamment, voilà, donc, toute cette démarche qui est rendre les personnes concernées actrices et autrices de leur parcours. Donc, on avait prévu, évidemment, une personne concernée pour témoigner. Donc, vraiment, on est vraiment désolé. Et Kevin est vraiment aussi très, très désolé de ne pas pouvoir exprimer ce qu'il avait envie de dire et exposer son petit parcours de vie. Par contre, voilà, on a quand même décidé de maintenir les slides qu'il avait proposés, où il illustre en fait son parcours dans son club de sport. Kevin a démarré à 12 ans. Enfin, du coup, alors c'est moi qui parle, ça c'est terrible que ce soit moi qui parle à sa place, mais bon, ça aurait été beaucoup mieux qu'il le dise. Sur un dispositif mis en place à l'époque qui s'appelait l'accompagnement éducatif, mis en place par Jeunesse et Sport de l'époque. Et donc il a intégré le club d'Athlénime. Athlénime qui est un club classique de club et qui a du coup créé une section d'e-sport en sport adapté. Et Kevin a évolué dans ce club. Et alors juste le diapo d'avant, en fait je parle à sa place, il ne faudrait pas. C'est joli, donc ce club qui est à double affiliation, même triple affiliation, il a joué aussi sur les deux, donc il va de temps en temps faire des courses en FFA. Donc là ils disent en plus de ma licence sport adapté, dans mon cas j'ai pu être bien plus performant avec la licence. C'est rigolo, on a laissé vraiment ces termes, c'est comme ça qu'il le vit en tous les cas. Et ce sentiment il y a cette appartenance à un club, une licence, une adhésion. Enfin, voilà, alors je traduis, c'est pas du tout comme ça qu'il parle, mais voilà, moi je traduis avec ces mots, mais en tous les cas c'est ces diapos. Et oui, voilà. Donc du coup pour lui le sport c'est une reconnaissance. Il met en avant évidemment toutes ses médailles, toutes les coupes qu'il a. Voilà, sa chambre est complètement décorée de tous ses trophées. Voilà, il est sur les réseaux sociaux et est très fier de passer dans les journaux, dans les gazettes locales. Voilà, donc c'est tout aussi, tout indirectement, ce que lui amène la reconnaissance de l'activité sportive. Il a fait aussi une expérience en sport co, c'était dans l'idée de développer ses activités, enfin sa sociabilité, comme il le dit, ou l'esprit d'équipe, l'amitié. Voilà, c'était son parcours. Bon, il est revenu sur l'athlétisme, ça a été un temps, mais c'est les amis qu'il s'est fait là-bas, il les garde encore. Et il définit son club Athlénime comme un club très inclusif. Donc pour lui, donc un club inclusif, c'est vraiment ces mots. C'est une très bonne écoute, un très bon accueil et une adaptation à tous, enfin à tout handicap. Voilà, donc c'était des mots c'est vrai que nous, dans nos jargons professionnels, on va parler de formation, on va parler de plein de choses, mais voilà, l'écoute et l'accueil, la relation humaine semble quand même dans les primordiaux, les prérequis pour accueillir tout le monde. Et donc du coup, maintenant je reprends ma casquette, l'autre. Donc, j'ai fait. Voilà, donc enfin voilà, je soulève donc l'importance du sport dans le parcours de vie de Kevin, de l'enfance, 12 ans à l'âge adulte. Maintenant, Kevin est un jeune adulte de 26, 27 ans.
Maintenant, est-ce qu'on peut en faire une généralité pour tous les enfants? Est-ce que c'est vraiment une spécificité des activités dans le domaine du sport, ou peut-être dans un champ plus large des activités de loisirs? Alors pour ça, je passe la parole à Aurore. Belle transition. Bonjour à tous. Alors, je passe les slides en même temps. Du coup, on a voulu partir de ce témoignage très individuel et très personnel pour parler effectivement de l'impact du sport dans le développement de l'enfant et notamment l'importance sur la construction identitaire. Donc, on a pris ça, le choix de mettre cette citation, moi, qui me parle énormément. Le jeu après jeu, l'enfant devient jeu. Je pense qu'on peut le globaliser à l'intégralité, l'ensemble de l'être humain, y compris pour les adultes. C'est-à-dire qu'on va construire sa place dans le monde par rapport aux différentes interactions qu'on va avoir avec, et on ne peut pas limiter un enfant à son existence en termes d'élève, donc par rapport à des apprentissages scolaires, puisqu'en fait, être au monde, apprendre à être au monde, à être aux autres, ça va se passer par toutes les interactions qui vont avoir lieu, notamment sur des moments un petit peu plus informels et libres qu'on va pouvoir retrouver à travers le sport et le loisir. Du coup, ça reprend exactement les propos de Romain tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, le sport, bien souvent, ou le loisir, ou la culture, finalement, moi, ces trois aspects, je les englobe dans le même axe, sont souvent vus comme un luxe, quelque chose d'optionnel, où effectivement, on n'est pas sur quelque chose de fondamental. On pourrait dire qu'effectivement, on ne l'est pas à partir du moment où l'enfant boit, mange. Est-ce que c'est suffisant à être finalement, est-ce que c'est plus ou moins fondamental? En tout cas, c'est peut-être pas vital, mais c'est essentiel dans le développement de l'enfant, tant au niveau de ses capacités cognitives et de la mise en pratique finalement des compétences et des habiletés sociales. Parce que finalement, l'apprentissage, en fait, on voit, il y a beaucoup d'études qui montrent l'impact du jeu dans l'apprentissage, notamment scolaire, et aussi l'impact du développement social et de la participation active à un univers ludique et pédagogique à côté des temps scolaires. Beaucoup d'études montrent l'impact que ça va avoir dans les capacités aussi d'apprentissage, d'autonomie et d'attention qui vont être gagnées sur le temps scolaire. Donc finalement, les deux milieux sont perméables. Donc le sport, la culture et les loisirs, effectivement, favorisent l'acquisition donc au niveau de 4 savoirs fondamentaux qui permettent à tout à chacun d'être en société. La particularité dans le handicap, quand on parle d'inclusion, et tout à l'heure je reviendrai sur la notion qui me semble un peu plus appropriée de l'inclusivité, c'est-à-dire que l'inclusion, on va parler de l'adaptation d'un environnement, mais finalement c'est qu'une action pour aller vers le concept d'inclusivité qui va être aussi la prise en compte des besoins individuels et comment on va amener une personne à développer ses capacités, ses habiletés, à être au monde, à savoir, donc effectivement avoir un stock, un bagage de connaissances dans différents domaines et différents champs, développer un savoir-être qui me semble fondamental, et en ça le loisir et le sport pour moi sont vraiment essentiels, puisque tous ces comportements sociaux ne peuvent s'acquérir qu'à travers des interactions beaucoup moins dirigées que sur les temps scolaires notamment. Et du coup donner aussi une occasion de comprendre le monde qui l'entoure, parce que ça, dans certains types de handicap, on parlait de Kevin notamment, mais c'est valable pour beaucoup d'autres enfants avec certaines particularités, notamment avec des troubles du neurodéveloppement, c'est que apprendre à être au monde, ça résulte vraiment d'un apprentissage, c'est pas quelque chose d'inné pour le coup, et cette évolution ne peut se faire qu'à travers une multiplicité d'interactions. Un savoir-faire, bien évidemment, mais ça, c'est valable pour tout à chacun, y compris adulte. Et surtout, une des deux valeurs pour moi fondamentales entre le savoir-être, c'est surtout le vouloir-faire. Parce que sans envie, sans valorisation, il ne peut pas y avoir derrière d'apprentissage pérenne qui dure dans le temps et d'épanouissement. Donc en fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on va venir alimenter cette curiosité. Et alors là, on parle du handicap, mais finalement, c'est valable pour tous les enfants. Finalement, tout ce qu'on dit là, c'est ce qu'on dit régulièrement, nous, aux équipes qu'on rencontre, c'est que finalement, l'enfant en situation de handicap vient juste mettre en lumière les dysfonctionnements qui sont valables pour tous les enfants. C'est juste qu'en fait, lui, il va venir
là où la plupart des enfants s'adaptent, se suradaptent et font avec, bah lui, il fait juste pas avec. Pour autant, ces données sont valables pour tous les enfants. Donc, rendre un système inclusif, un environnement inclusif, c'est améliorer finalement le bien-être de cet environnement pour tous les enfants. Donc, voilà. Donc, j'aimais beaucoup cette phrase. Libérer le potentiel de l'enfant et vous lui donnerez sa place dans le monde. Parce que c'est exactement ça, finalement. Être au monde, c'est pas vouloir créer des cases pour que tout le monde rentre, c'est laisser chacun exprimer là où il se sent le plus à l'aise d'être. Simplement, il faut donner la chance à chacun de savoir où est-ce qu'il se sent le plus à l'aise. Et ça, je pense que c'est un cheminement de toute une vie pour tout à chacun, mais l'idée, elle est réellement là. Romain, du coup, est-ce que tu veux articuler avec donc les extraits du rapport sur les témoignages d'enfants Articulons. Effectivement, pour illustrer le propos de Aurore, bonjour messieurs. Je vous ai mis sur cette slide quelques citations d'enfants qu'on a pu recueillir dans le cadre de la consultation que nous avons organisée pour l'écriture de ce rapport. Et en fait, que nous disent les enfants ? Eh bien, on voit tout d'abord que ces activités sont souvent décrites au travers des émotions et notamment de la sensation de bien-être, je vais y arriver, et de plaisir qu'elle procure. Vous voyez, première citation, le sport, ça nous amène du bonheur et je me sens bien. Et ces activités apparaissent aussi pour beaucoup de jeunes comme un exutoire ou un refuge. Certains jeunes nous disent « je me vide la tête en allant faire du sport ». D'autres nous disent je ne l'ai pas retenu sur la slide, donc je vous laisse pas. Je l'ai sur mon papier. D'autres enfants signalent aussi à quel point le sport, les loisirs, la culture sont source d'épanouissement, de sociabilité et d'ouverture aux autres. Là, par exemple, vous voyez la citation « J'ai fait le conservatoire. Non, j'ai toujours la flemme d'aller à la natation, mais quand je reviens, je suis apaisé et je me sens mieux. » Il y a aussi toute une dimension éducative en ce qu'elle permet, ça aussi ça a été dit par Kevin ou ce que disait Aurore, le développement et l'acquisition de nouvelles compétences et aptitudes. Le sport, ça permet d'apprendre la discipline, nous dit un enfant, le respect, la confiance, l'esprit d'équipe, de ne pas laisser quelqu'un à l'écart. Un autre enfant disait le dessin, ça me permet de travailler ma créativité. Donc on est vraiment sur l'acquisition de compétences. Et d'autres enfants aussi, assez nombreux, ont souligné à quel point ces activités leur permettent de renforcer la confiance en eux, l'estime aussi qu'ils ont d'eux-mêmes. Les enfants disent le foot par exemple, ça m'a changé car je me sens plus fort. Donc on voit vraiment bien, je trouve, tout l'intérêt de ces activités à la fois sportives, culturelles, mais aussi plus globalement de loisirs. C'est à toi. Ah oui, c'est ça, on est bien d'accord. Je croyais que vous m'aviez perdu mon ordre. Oui, donc devant le constat des bienfaits de l'activité, des activités de loisirs. Ça, tu l'as passé ? Quoi ? Mais donc... D'accord, excusez-moi. Excusez-nous, on n'est pas encore professionnels des conférences. Et du coup, voilà, cette importance entre le cadre légal et l'importance des bienfaits, ça semble du coup couler de source. mais est-ce que du coup, on parle du droit là pour tous les enfants. Du coup, est-ce que tous les enfants bénéficient d'une façon équitable à ce droit à l'accès au sport, au loisir? Donc je repasse la main à Romain qui m'a perturbé dans mon... Bon, comme vous vous en doutez, effectivement, il y a un gap assez important entre les droits tels qu'ils sont écrits dans nos textes et leur effectivité en pratique. Et on a pu identifier de nombreux freins quant à l'accès à ces activités. Je les distinguerai en deux ordres. Il y a des premiers freins qui ont trait aux conditions de vie, enfin conditions sociales des enfants, première catégorie, et autre catégorie de freins qui ont davantage trait aux caractéristiques, aux singularités, on dira, des enfants, leur âge, leur sexe, leur handicap ou non, leur origine, etc.
Sur la première catégorie de freins qu'on a intitulée conditions de vie, la première chose qui ressort et qu'on a mis en évidence dans le rapport qu'on a publié, c'est les inégalités économiques et sociales, et notamment le coût. Et d'ailleurs, le coût, c'est le premier élément qui ressort dans la bouche des enfants quand on les a interrogés sur les freins pour des activités sportives, culturelles ou artistiques. Et donc là, c'est la première citation que je vous ai mise. « Je voulais faire de la danse et ma mère m'a dit non parce que c'était trop cher. » Donc ça... premier élément à avoir en tête, et d'ailleurs beaucoup d'enquêtes, d'études ont été réalisées sur le sujet. J'ai relevé moi un chiffre qui indique que 71% des enfants dont les parents disposent de bas revenus ne sont pas inscrits dans un club ou une association sportive ou culturelle, alors que c'est que 38% des enfants de parents dont les revenus, qui disposent de hauts revenus, qui eux ne sont pas inscrits. Donc vous voyez un gap assez important selon les revenus des parents. Il y a un autre constat que l'on a fait et qui, moi, m'a beaucoup intéressé parce que c'est pas quelque chose à laquelle on pense spontanément. C'est ce qu'on a appelé en fait les freins psychosociaux des enfants, notamment dans l'accès aux activités culturelles et artistiques. C'est moins le cas pour les activités sportives, mais c'est beaucoup ressorti des activités artistiques et culturelles dans la bouche des enfants, qui nous disaient ne pas se sentir légitimes pour pratiquer certaines activités artistiques ou culturelles, qui pour eux étaient parfois réservées à ce qu'ils ont appelé les élites. Voilà. Et ils nous ont fait part de leur appréhension de ne pas se sentir à leur place, de ne pas avoir les codes sociaux nécessaires, et aussi d'avoir peur des remarques et des comportements désobligeants dont ils pourraient faire l'objet. Et donc là, je vous ai mis une autre citation, c'est la deuxième, d'un enfant qui nous disait « Il y a des endroits où je ne sais pas comment aller, j'aimerais bien savoir comment je dois me comporter, quelles sont les règles, ça me stresse d'y aller tout seul. » Donc premier constat là-dessus. Le deuxième constat que l'on a pu faire, toujours sur ces inégalités, ce sont les inégalités géographiques, où là, on voit qu'il y a des différences importantes selon le lieu d'habitation, où l'offre sportive, culturelle va être plus ou moins développée selon son lieu d'habitation. Les infrastructures vont être de plus ou moins bonne qualité. Globalement, on voit que dans les territoires ruraux, dans les quartiers politiques de la ville, les infrastructures vont être plutôt vieillissantes, mal entretenues, parfois dangereuses même pour les enfants, alors que c'est moins le cas dans des quartiers urbains centraux dans les grosses villes. Et aussi, il y a la question des transports qui est revenue très souvent dans la bouche des enfants, de dire moi j'aimerais bien, mais je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de bus qui me permet d'aller faire cette activité. Donc là, je vous ai mis quelques citations d'enfants qui disaient « À côté de chez moi, je n'ai rien, je voudrais avoir une piscine. » Un autre disait « Pour nous, certains aimeraient faire du foot ou de la boxe ou avoir une activité culturelle, mais c'est difficile parce que c'est loin, soit parce que c'est loin, soit parce que c'est cher. » Un autre disait nous on est éloignés, on n'a pas tous accès aux transports en commun nécessaires pour faire des activités. Donc voilà, cette question des inégalités géographiques est revenue très souvent. J'ai pas le temps de développer, mais on l'a dit aussi dans le rapport, mais on a pointé toutes les difficultés dont sont victimes certains enfants. Je pense notamment aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, aux enfants privés de liberté qui vont être dans des établissements pénitentiaires pour mineurs ou dans des centres éducatifs fermés, qui pour eux, la question de l'accès aux loisirs, aux activités culturelles, c'est même pas quelque chose qui est abordé. Ils ont très peu accès à ce droit. Donc ça, c'était sur le premier constat que je voulais vous partager avec vous. Les deuxièmes constats que l'on a pu faire, c'est sur les singularités de chaque enfant. Donc là, je vais m'appesantir sur trois difficultés. D'abord, celles que rencontrent les enfants en situation de handicap. Ensuite, les inégalités liées au genre, et enfin les inégalités liées aux origines. Sur les inégalités dont sont victimes les enfants en situation de handicap, d'abord je voudrais dire que beaucoup d'enfants, et on peut s'en réjouir, nous ont dit qu'ils pouvaient bénéficier des activités qu'ils souhaitaient grâce aux aménagements qui étaient mis en place.
c'est plutôt bien, je trouve. Mais quand même, il y a beaucoup d'enfants qui nous ont dit aussi qu'ils étaient privés de ces activités. Et là, je vous ai mis le témoignage d'un enfant qui se plaignait de ne pas pouvoir accéder à des activités sportives à l'école. Il nous dit « Ça fait 2 vendredis que je loupe le sport. Ma prof ne m'accepte pas. Elle m'a dit « Il n'y a pas d'AESH avec moi, donc tu ne peux pas venir. Tu n'as personne pour pousser ton fauteuil. » Et l'enfant nous dit « Je ne comprends pas parce qu'avant, elle me prenait sans AESH. Ça m'énerve parce que j'aime trop le sport. Et ça m'énerve de ne pas pouvoir en faire. » Donc des enfants qui en sont privés. Et beaucoup d'enfants aussi en situation de handicap nous disaient l'insuffisance de structures adaptées et d'aménagement aussi de l'espace public pour pouvoir suivre leurs camarades et accéder aux infrastructures avec eux. Donc là, un enfant disait « Les heures de jeu sont souvent inaccessibles quand on est en fauteuil. On ne peut pas suivre les amis de la ville quand ils sortent entre eux. » Je ne vais pas plus loin parce que ça va être pas mal développé aussi les limites pour les enfants en situation de handicap. Une autre inégalité que l'on a pu pointer dans le rapport, c'est toutes les inégalités de genre. On voit que les enfants, c'était assez paradoxal, tout en les dénonçant, sont quand même encore aujourd'hui très très imprégnés de tous ces stéréotypes de genre. Globalement, certains enfants disaient oui, le foot c'est pas pour les filles. Un autre enfant nous disait oui, moi je faisais de la danse, mais j'ai failli arrêter car je me faisais traiter de PD. Donc on voit que ces stéréotypes de genre entravent encore l'égal accès de tous les enfants à ces activités, et on le sait qu'il y a des différences très importantes selon le genre des enfants, quant aux disciplines qui sont choisies, quant à la fréquence aussi de ces activités, quant au fait de faire de la compétition ou non. Ça, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup. Et une autre chose qu'on a aussi pointé, qui est peut-être un peu moins connue et que je me permets de porter à votre connaissance, c'est les inégalités en matière de temps libre et de repos. Et ça, ce sont surtout les filles qui nous l'ont fait remarquer. Elles nous disaient qu'elles devaient beaucoup plus que leurs frères s'occuper de la fratrie, et que, par conséquent, elles disposaient de moins de temps libre et de temps de repos. Et ça, je trouvais que c'était assez surprenant qu'elles aient conscience du fait que c'était sur elles que reposaient davantage les charges domestiques que demandaient les parents aux enfants d'une fratrie. Et autre chose aussi qu'on a pu montrer dans le rapport, c'est la non-mixité des espaces et l'appropriation sexuée des espaces récréatifs et sportifs, structures publiques, où on a montré aussi à quel point les politiques publiques ne lutte absolument pas contre cet inégal accès, mais au contraire le renforce, parce que par exemple dans les infrastructures qui sont construites, on pense notamment par exemple aux infrastructures sportives. Dans des villes, on va construire des skateparks, on va construire des terrains de foot, de basket, etc. Et à qui profitent principalement ces infrastructures? Aux garçons, et non pas aux filles. Et en fait, il y a des études qui montrent que 75% de l'argent des collectivités territoriales, quant à l'investissement qui est fait pour les infrastructures, bénéficie davantage aux garçons qu'il ne bénéficie aux filles. Et donc ça, c'est quand même un frein considérable quant à l'égal accès au sport. Et les mêmes constats sont faits d'ailleurs sur les infrastructures culturelles. Voilà. Et un autre que je vous glisse là, sur lequel je n'irai pas plus loin, c'est que là, je vous parlais des infrastructures dans la ville, mais le constat est fait aussi s'agissant des cours de récréation dans les écoles, où on voit que qu'est-ce que l'on met au milieu de la cour? On va mettre un terrain de foot et de basket sur lequel jouent des petits garçons, et les petites filles, elles, vont être relayées en fait autour de ce grand espace. Et donc on voit bien là aussi toute la construction dès le plus jeune âge et les inégalités qui ensuite vont en découler. Et enfin, troisième caractéristique qu'on a pu mettre en avant dans le rapport, c'est tous les obstacles que subissent les enfants en raison de leur origine ou de leur nationalité. Là, un enfant nous disait ce serait bien que les parents qui ne parlent pas français soient
soient aidés par des associations ou qui puissent aller faire les inscriptions ailleurs que dans les mairies, dans des centres socioculturels par exemple. Ils devraient avoir un délai supplémentaire pour inscrire leur enfant. Et on voit que l'accès à ces activités pour les enfants d'origine étrangère est rendu beaucoup plus compliqué. Et il y a des cas de discrimination qui sont encore flagrants, qu'on a eu par exemple aux défenseurs des droits. Il n'est pas possible pour un jeune enfant étranger qui réside en France d'obtenir une licence pour faire du foot. Parce que le règlement de la FIFA ne le permet pas, qu'il y a des conditions qui sont imposées pour des raisons qui sont légitimes. Je le précise quand même, je ne veux pas taper sur la FIFA, notamment pour lutter contre le trafic de jeunes enfants, mais quand même, qu'un enfant qui vit en France parce qu'il est d'origine étrangère ne puisse pas avoir une licence pour jouer au foot, ça paraît complètement aberrant et l'objectif paraît absolument pas proportionné aux attentes. Voilà, je ne serai pas plus long, mais en résumé, vous le voyez, il y a encore beaucoup d'obstacles de différentes natures à l'accès à ce droit au loisir, au sport et à la culture. Merci Romain. Il y a pas mal d'entraves, il y a pas mal de freins. Donc on va justement peut-être aussi souligner les initiatives et les expériences et les optimismes. Il faut. Donc il y a quand même des actions qui se mettent en place. Et donc c'est Agnès qui va témoigner. Donc on retourne dans le champ du sport et handicap là pour ces exemples-là qui sont des singularités. Voilà. Donc Agnès, je te laisse exprimer. Donc elle change de casquette aussi. Elle présente sa nouvelle casquette. Voilà, oui, je vais vous parler moi en fait du club d'athlétisme d'Anduze. Donc c'est quand même en zone rurale. Et tout à l'heure, on a parlé que Kevin était au club Athlénime. Donc c'est pareil, c'est un club qui fait de l'athlétisme, qui a été créé dans les années 2000 pour toute section enfants-adultes et qui continue à se développer aujourd'hui. Et en fait, dans ce club, on s'est retrouvés à être plusieurs éducateurs, ce qui a peut-être facilité après la création de la section sport adapté, puisque nous étions plusieurs éducateurs à travailler pour la même association, pour l'association Arthès et les Olivettes, qui nous a donné envie, nous, en fait, avec tout ce qui commençait un petit peu à se faire. On commençait donc en 2007 à parler un petit peu d'inclusion, la loi 2005, mais c'était vraiment les débuts. Et on a dit, écoutez, on va créer une section sport adapté au sein du club. Mais déjà, il fallait qu'on trouve l'entraîneur qui se mobilise pour. Et au départ, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Donc, on s'est rapproché du comité départemental du sport adapté. On y est allé progressivement. Avec cet entraîneur, c'est vrai qu'on l'a invité dans nos établissements aussi où on était, nous, où on intervenait. Et petit à petit, il a dit, écoutez, moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec les enfants ordinaires, mais aussi en situation de handicap. Donc, on a imaginé que la section sport adapté, on pouvait faire des entraînements où les enfants ordinaires qui pouvaient s'entraîner en même temps que nos enfants qui étaient en IME ou les jeunes adultes qui étaient au foyer occupationnel juste à côté à Boissy-et-Gaujac. Et en fait, on s'est rendu compte que justement, de par les troubles neurodéveloppementaux de certains, un manque d'habilité sociale, de savoir-être, de patienter pendant les entraînements, mais ces entraînements, ce n'était pas possible. Donc, on a décidé de faire une section et de faire des entraînements spécifiques où là, on s'est rendu compte que rapidement, ils ont gagné en compétences, ils ont développé des nouveaux savoir-faire, des nouveaux savoir-être. Et en fait, on a décidé que tous les temps ordinaires du club, tous les temps festifs, tous les temps, que ce soit section ordinaire ou pas section ordinaire, tout le monde était invité, tout le monde participait. Et petit à petit, toutes les personnes en situation de handicap, les enfants accompagnés par les éducateurs, puisque c'est vrai que ça a été facilitateur qu'on soit à la base aussi des éducateurs dans une association, puisque les équipes ont pu se mobiliser pour faire des accompagnements. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que tous ces temps-là festifs ont fait que, en fait, ça lissait, on ne voyait plus le handicap des enfants qui étaient là. Et dans certaines activités, et notamment le trail, qui, pour ceux qui connaissent un petit peu la course à pied, à Anduze, on développe beaucoup de temps et de courses trail. Et plusieurs distances pareil sur le trail. Et donc, on a décidé très rapidement de créer en fait le premier trail sport adapté.
et de faire qu'en fait les 5 derniers kilomètres, on leur dit les 5 derniers kilomètres, mais en fait sur papier ça en fait un petit peu moins, on ne le dit pas, parce qu'en fait ça monte pas mal, et qu'en fait on allait faire une course en duo, c'est-à-dire qu'il y aurait un sportif sport adapté qui serait accompagné par une personne ordinaire. Alors au départ c'est vrai que pour faire les duos ça a été très compliqué pour les faire, donc moi j'ai mobilisé tout mon entourage, ma famille, mes amis, mes enfants qui étaient au club, et puis tous ceux qu'on connaissait, et puis petit à petit en fait on s'est rendu compte qu'à l'arrivée, puisqu'ils participaient au dernier kilomètre et ils arrivaient tous en même temps, au même endroit, avec la même ambiance pour tout le monde. Et on s'est rendu compte qu'en fait, petit à petit, plein d'autres personnes, plein d'autres sportifs voulaient faire la course sport adapté, mais le trail sport adapté, parce qu'ils ne pouvaient pas faire le grand trail ou le trail des dolmens, ou voilà. Donc ils sont rapprochés vers nous les organisateurs. Et encore là, la dernière course, j'avais pas assez de personnes inscrites en sport adapté par rapport au nombre de personnes qui voulaient faire les duos, participer à ce temps-là, où il ressort qu'il y a des super temps d'échange, de partage. Et on a beaucoup d'enfants, par contre, là aussi, des sections ordinaires, les 14-15 ans, qui eux aussi veulent participer au trail et viennent courir comme ça avec tous les sportifs inscrits. Et il y a un super dynamisme, vous voyez, donc je vous ai mis des articles de journaux, et en fait, ça, ce sont les plus récents. Il y a les plus récents et les moins récents. Le moins récent, vous voyez, de 2014, donc voilà, c'est quand même, ça s'appuie sur des preuves. Pendant le Covid aussi, on a continué à maintenir ce lien social parce qu'on se rendait compte que c'était hyper important que ça puisse continuer. Donc, comme on a pu le mettre en place, on a fait aussi le trail sport adapté. Et chaque fois à l'arrivée, voilà, il y a plein de personnes ordinaires qui sont là aussi avec eux. Ça, c'est au départ. Donc là, on part 5 km avant Andus. Donc, ils se retrouvent, en fait, les enfants se retrouvent, et les sportifs adaptés et les enfants en sport adapté se retrouvent, en fait, seuls avec son duo sur tous les derniers kilomètres. Donc, des fois, pour certains, il y a des choses surprenantes qui se passent, mais ça se passe vraiment très facilement. Et en fait... sur l'autre diapo, on peut voir tout ce qui se passe en dehors aussi de la course et à l'arrivée et après les podiums, où vraiment l'intitulé c'était le trail sport adapté encore à chauffer l'ambiance. Et c'est vrai que c'est un moment de pur plaisir, de pur partage, et tout le monde qui est là vraiment apprécie aussi ces temps-là. Et on se rend compte que pour toutes ces personnes-là qui maintenant pratiquent comme ça dans le club, eh bien, il y a une confiance en soi, ce qu'on disait tout à l'heure, une valorisation qui est là. Et on a un jeune garçon, notamment de 20 ans, qui a 20 ans là, et qui ne voulait surtout pas aller travailler, faire découvrir le milieu du travail. Et en fait, il nous dit aussi, un peu comme Kevin a pu le dire, que grâce à tout ce qu'il a pu vivre dans ses activités sportives, eh bien maintenant, il a envie d'aller voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu que c'était possible, que nous, on a mis les moyens là-dedans pour que ça puisse être possible, en mettant des licences aussi à prix coûtant, parce qu'il y a quand même des fois le problème des licences compétition, parce qu'il y en a qui font de la compétition. Chaque année, ils participent au championnat de France de cross et d'athlétisme qui se passe dans toute la France. Donc là, c'est vrai que le club enlève des fonds aussi pour permettre aux sportifs de partir. Bon, les établissements, c'est vrai que moi en plus j'ai la casquette aussi responsable à l'IME, c'est vrai qu'on favorise aussi donc, pour que ça puisse se mettre en place, parce que sans ça c'est pas possible. Oui, je dépasse, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je vous passe. Mais en fait c'est aussi ça, hein, quand le cœur parle, c'est peut-être aussi les expériences qui fait que, donc on va accélérer nous derrière. Oui, c'est un petit peu accéléré, mais en fait, c'est vrai que c'est une expérience dans des clubs, il y a d'autres expériences, et c'est aussi ça qui fait que ça avance, qu'on va vers une transition inclusive aussi. Et notamment, il y a des dispositifs, les dispositifs qui se déploient un peu partout, on entend ce mot un peu de partout, mais bon, donc là, je vais présenter le dispositif d'appui vite fait à l'inclusion sportive. C'est une diapo de Kevin, hein, c'est lui qui devait en parler. Encore une fois. Donc, je vais vite sur le principe du DAI, c'est répondre aux demandes, aux attentes des personnes. Donc, c'est un service à double entrée. On peut être sollicité par les personnes en situation de handicap ou leur famille.
Donc du coup, c'est recentrer vraiment leurs attentes, quelles qu'elles attendent dans le sport. Alors, par rapport à ce qui a été dit, on voit que souvent 80% du cas, c'est le lien social, vous avez rencontré des gens, mais bon, c'est pas chiffré, mais c'est vraiment une grande demande, mais des fois ça peut être pour la santé, pour la compète, pour plein d'autres choses, et le type d'activité. Et l'autre versant peut être sollicité par les associations pour les accompagner à accueillir, et en tous les cas, si on n'est pas sollicité par l'association directement, une fois qu'on a trouvé le club qui correspondait aux attentes de la personne, on continue tout le travail d'accompagnement de la personne et du club aussi, parce que bien souvent, vous avez eu l'audace, vous y êtes allé, bon, vous aviez un petit versant éducateur aussi, une petite motivation professionnelle, mais les clubs sportifs sont pas forcément armés, ou des fois ils ont envie, mais ils savent pas trop non plus, ils osent pas, donc de se sentir soutenu, des fois ça suffit. Après, il n'y a pas de recette miracle, ni de livre de recettes tout écrit. Donc l'accompagnement, il se construit, les solutions, elles se trouvent ensemble, collectivement, avec les personnes concernées, avec les éducateurs sportifs des assos et avec les expériences de chacun. Donc, parce qu'on ne peut pas tout prévoir et toutes les singularités sur un livre de recettes, ça ne marche pas. Voilà, c'était une petite présentation du DAIS. Et du coup, alors je vais dire le principe aussi, le DAIS s'appuie quand même sur un principe un peu fondateur, enfin, je sais pas, un postulat, on va le dire, un postulat. Il ne s'agit plus forcément de faire pour les personnes en situation de handicap, mais faire avec elles. Donc, c'est l'implication des personnes directement concernées dans le dispositif, et notamment, donc c'est pour ça qu'on passe sur les diapos de Kevin, tout ça, c'est lui, ouais, où il a démarré en service civique avec le DAIS comme père aidant. On a voulu développer, s'appuyer sur son savoir d'expérience, et ce qui nous a amené à complètement autre chose. Donc maintenant, il est plus père aidant, il est ambassadeur du sport adapté, mais peu importe. Ça a amené à des grandes richesses, cette expérimentation de père aidance. Du coup, on a pu participer ensemble au premier atelier du CDCA, c'est le Conseil départemental citoyenneté autonomie, mis en place par, alors désolé pour les sigles, hein, dans le handicap, comme partout d'ailleurs, par le CNCPH, Conseil national des personnes en situation de handicap. Donc c'était des ateliers en visio qui, il a été après sollicité pour aller en présentiel à Paris au CNCPH et tenir ses 6 minutes de parole comme il écrit. Il fallait que je parle 6 minutes. Nous, on n'a pas réussi et lui, il y arrive. Il savait, il a fait 6 minutes pétantes à la Bibliothèque nationale, à la BNF, enfin bon. Et il a raconté son parcours de père aidant. Et bon, donc là, il y a une photo avec Castex parce que ça a débouché sur un duodé. D'ailleurs, c'est demain le duodé. Le duodé, c'est un duo entre une personne en situation de handicap et un chef d'entreprise ou un poste assez important, et notamment là, Premier ministre. Il a eu droit. Donc voilà, tout ça, c'est le déroulé issu de la père aidance qui a amené ce travail un peu innovant. Et du coup, donc moi je le traduis comme ça, mais pour lui c'est vraiment, voilà, ça a été vraiment des moments très forts. Et les conclusions de Kevin, quand même, c'est que le sport lui a redonné confiance. Alors la petite phrase qui plaît beaucoup à Aurore, c'est la gestion du stress et de l'alimentation. Oui, bah, j'ai fait dans l'ordre. La sociabilité, amitié, l'autonomie, la communication, l'écoute de moi en premier et des autres, la détermination, la volonté, l'adaptation. C'est vraiment des mots qu'il a sortis. Voilà. Et donc, ouais, j'accélère un peu. Hein. Et donc, maintenant, Kevin, le sport l'a amené, en effet, son parcours de vie sur... il est salarié du comité en contrat d'apprentissage. Et il fait une formation en comptabilité. Et il est, entre autres, aussi ambassadeur du sport adapté. Il fait bien la pub. Voilà, j'ai essayé d'accélérer. Oui. Je passe quand même toutes ces vignettes, elles sont importantes. Oui, tout à fait. J'allais te passer la main, en effet. Donc à chaque fois, d'ailleurs, il intervient. Hein, il a pris souvent la parole dans des amphis comme ça. Et il remercie de tout son cœur, à tout son entourage. Il sait qu'il est entouré et il le demande, hein, cet accompagnement. Et ce qui est bien, c'est que tous ces secteurs, enfin que ce soit côté professionnel, job coach, Pôle emploi, le CDSA, là, du coup, on est employeur, la famille, les amis, l'Athénime, les clubs, il est accompagné par tout ce monde-là, je pense même qu'il en oublie. Et en fait, ce monde-là aussi travaille ensemble. On est plusieurs, on est en lien aussi pour l'accompagner au mieux. Voilà. Donc, je vais passer la main à Aurore qui
C'est ça, oui. Un autre dispositif. Eh, voilà, c'est fini, Aurore. Au revoir. On a essayé d'accélérer. Donc, un autre dispositif. Bon, je vais le faire très très rapidement. Du coup, je vais passer outre la présentation du dispositif gardois. Juste pour dire en 2 mots, on est le pôle d'appui et de ressources handicap et inclusion du Gard. Le terme de Paris est né suite en 2018. On a fait un séminaire national qui est issu de la mission nationale qui avait été commanditée par la CNAF. Suite à ça, il y a la COGE, la Convention d'objectifs et de gestion 2018-2023, qui a institué le rôle des pôles d'appui et de ressources handicap et inclusion, ce qui a permis le déploiement à l'échelle nationale sur plusieurs départements. Alors nous, on avait un rôle un peu précurseur puisque le relais est né sous format collectif bien avant la loi de 2005, donc depuis 2002. Formé sous format associatif en 2012. Et du coup, de par l'antériorité sans aucun... Enfin, je dis en toute humilité, c'est-à-dire que du coup, on participe au niveau national à la création des pôles parce que c'est vraiment un côté militant qui est fort chez nous, en tout cas au niveau du relais. Et on a vraiment à cœur on dit toujours on défend pas le relais. En fait, demain, il s'appellerait autrement, on s'en fiche. On défend une cause, en fait, et c'est vraiment cette cause qu'on tient à porter. Donc, on intervient pour les familles avant tout, celles qui sont au cœur du projet, donc pour et par les familles, avec elles sur des constructions de projets d'accueil individualisés pour leurs enfants, vers des structures en milieu ordinaire pour lesquelles on accompagne les professionnels et on assure cette médiation et aussi cette remise à niveau parce que l'inclusion est possible que quand on arrive à croiser des mondes qui au départ ne sont pas forcément communs et corrélés. Donc on vient croiser les attentes des familles, les besoins des enfants et les possibilités et contraintes des structures parce que alors dans l'idéal le monde serait inclusif et merveilleux et dans auquel cas on n'existerait pas et je serais la première contente si demain on arrête d'exister pour ces raisons-là. Mais pour l'instant on en est loin. Donc du coup, on fait aussi avec les moyens qu'on a actuellement parce que, comme le disait très bien Gaëtan la semaine dernière, l'inclusion, c'est avant tout à voir comme un processus, un cheminement et on en est qu'aux prémices. Donc j'essaie de faire en biais, finalement, je ne suis pas du tout mon texte, c'est pas grave. Du coup, les constats qu'on peut faire très très rapidement, c'est que à l'époque, en fait, on avait des familles qui ne se donnaient pas le droit, dans des familles d'enfants en situation de handicap, qui ne se donnaient pas le droit d'aller vers le milieu ordinaire, pensant qu'elles ne pouvaient pas, avec des professionnels qui disaient « Ah, mais nous, on n'est pas éduques, on ne va pas y arriver ». Aujourd'hui, on a changé un petit peu de paradigme. On a des familles qui sont conscientes que c'est un droit, qui de fait sont du coup de plus en plus exigeantes et de plus en plus en demande. Et c'est très bien comme ça, puisqu'en fait on ne peut pas dire à un moment donné qu'on ouvre et qu'on a un principe d'égal accès et d'inclusion si derrière on ne met pas les moyens en place. Mais par contre, on a des professionnels qui de l'autre côté ne se posent plus tant la question de l'inclusion. Je pense que tout le monde est d'accord maintenant à dire que oui, l'inclusion c'est bien, il faut le faire. Maintenant la question surtout c'est comment on va le faire. Comment on fait ? Comment on fait avec les moyens, avec un système qui n'a pas encore avancé ? Et c'est pour ça que je parlais vraiment de processus. C'est-à-dire qu'entre la philosophie initiale, hein, qui est très bien, hein, mais comme beaucoup de dogmes, et l'inscription de façon efficiente et opérationnelle sur le territoire, il y a encore un cheminement important à faire parce que pour l'instant, ça met vraiment en difficulté les professionnels, ça met des familles avec des attentes qui ne peuvent pas aboutir. Donc pour l'instant, on est encore sur un mode de calibrage qui n'est pas très opérant. Les principes, alors il y a des belles choses qui se passent, hein, attention, de plus en plus, hein, on axe sur le côté négatif, mais il y a quand même de très belles choses qui se passent. Mais les principaux freins que nous on identifie, les principaux freins sur les structures en milieu ordinaire, c'est avant tout la question des moyens humains. Parce que inclure, c'est avant tout adapter ses pratiques. Sauf que pour adapter ces pratiques, il faut des moyens humains qui vont permettre l'individualisation des pratiques et la prise en compte des singularités de chacun. C'est avant tout aussi des moyens humains qualitativement, puisque si inclure, c'est prendre en compte les singularités de chacun et s'adapter, encore faut-il avoir les connaissances nécessaires et une formation quotidienne, initiale et continue qui permettent de s'ajuster. On est sans rappeler que, notamment dans le secteur du loisir, on est quand même sur des métiers en tension. Et le sport, c'est pareil, avec des formations qui sont trop peu suffisantes, qui sont insuffisantes clairement, avec des professionnels qui sont peu ou pas
outillés et que la gestion du collectif, déjà de fait, avec des enfants, en tout cas actuellement avec des enfants qui ont évolué, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants qu'il y avait il y a 20 ou 30 ans, et maintenant gérer un collectif est de plus en plus compliqué que l'on parle des handicaps ou des différents troubles du comportement qui peuvent apparaître, que ce soit par rapport à des difficultés familiales, sociales, et ainsi de suite. Ça vient aussi recroiser un petit peu le rapport du défenseur des droits sur toutes les problématiques qui souvent viennent s'accumuler d'ailleurs et rendre les choses encore plus compliquées. Et enfin, deux derniers freins qu'on peut identifier sont les moyens matériels, puisque si inclure, c'est adapter l'environnement, encore faut-il aussi avoir des moyens conséquents pour pouvoir le faire, parce que acquérir du matériel ou développer, ne serait-ce que même on parlait de la communication alternative, encore faut-il aussi pouvoir s'appuyer sur des professionnels pour venir adapter, ajuster la structure et le matériel. Donc c'est pas forcément des choses qui coûtent cher, mais en tout cas on n'a pas tous le savoir. L'idée c'est de s'appuyer sur un réseau. Il y a un réseau de professionnels qui peuvent accompagner tout ça, mais forcément ça a un coût. Et voilà, ce coût-là, c'est aussi une des grosses problématiques. Et les moyens en termes de temps. Et ça, je pense qu'on est tous concernés. Parce que dans les métiers de l'humain et de l'éducatif, de plus en plus, on vient valoriser le temps qui est en présence du public, qui est bien évidemment nécessaire, sauf qu'en fait, on en vient à restreindre de plus en plus, sur des contraintes brutes budgétaires, hein, c'est toujours le nerf de la guerre, le temps hors présence publique. Alors que ce temps, en fait, il est nécessaire. Parce que accueillir un enfant, c'est accueillir sa famille, c'est prendre le temps de recueillir les besoins. Parce que adapter et ajuster, c'est avoir le temps de préparer, d'anticiper, de réfléchir à des ajustements et ainsi de suite en équipe. C'est prendre le temps d'analyser sa pratique, parce qu'être un bon professionnel, c'est avant tout aussi être en capacité d'identifier ses limites et pas croire que les gens nous attendent là, ou en tout cas, pour ne pas positionner la barre là, il faut soit avoir pris un petit peu de distance, avoir fait le pas de côté pour pouvoir aussi identifier ce qui nous met mal à l'aise et pourquoi. Mais ça demande du temps. Et du temps de travail d'équipe, sur de la réflexion, sur une veille professionnelle. Et on l'a dit, il existe une multitude d'acteurs sur lesquels s'appuyer. Encore faut-il avoir le temps d'aller les chercher, de développer les partenariats, d'aller à la rencontre d'eux. Et ça demande du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, alors, nous, on a quelques pistes, hein, bien évidemment. Je pense qu'on en a tous, et c'est peut-être là-dessus que ce serait intéressant de pouvoir échanger. Hein. C'est que on a eu de façon descendante une philosophie inclusive qui est très bien, hein, sur la terminologie et ainsi de suite. Les acteurs font ce qu'ils peuvent. Je pense que maintenant, peut-être le maillon à faire bouger, c'est le maillon intermédiaire. C'est-à-dire que pour que l'inclusion passe effectivement d'une philosophie à une réelle application, il est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience des organisateurs, des gestionnaires, de ceux qui sont finalement en gestion de la plupart des structures et des services, que inclure, il ne suffit pas de le vouloir pour que ce soit fait. Il va falloir derrière mettre en place des moyens pour que ça puisse être réellement opérationnel et que ça devienne une réalité, une effectivité, sans mettre à mal tous les acteurs qui essayent aussi de se débattre avec ça et de permettre que ce soit une réalité. Je ne sais plus où j'en suis dans mes feuilles. De toute façon, j'ai fait tout dans le désordre, c'est pas grave. Néanmoins, pour finir quand même sur une note un petit peu positive, nous, ce qu'on remarque, c'est que malgré tout, sur le département du Gard, on a un département qui est quand même très, très actif et très innovant, avec énormément un réseau qui est un réseau extrêmement développé, mais qui malheureusement est très peu lisible, pas suffisamment lisible en tout cas. Que néanmoins, travailler ensemble va vraiment permettre d'améliorer ce qu'on peut améliorer pour l'instant. Encore une fois, c'est un cheminement, donc il y a encore un long chemin à faire, mais qu'il y a un vrai pouvoir d'agir, une vraie intelligence collective à mobiliser, en tout cas sur ce département, et que malgré tout, il existe des soutiens institutionnels assez forts, puisqu'on est quand même sur un département où que ce soit la CAF, le conseil départemental, la SDJES, sont quand même investis sur des projets qui viennent soutenir. Donc après, bien évidemment, c'est pas suffisant, mais on est quand même sur un investissement qui est fort et qui est une priorité dans le Gard. Et du coup, je te laisse la parole après, juste pour conclure très très rapidement, mais pour moi, tout ce qu'on vient d'énoncer, l'inclusion, si on la voit uniquement au sens adaptation de l'environnement, c'est
une pensée extrêmement limitante. C'est pas parce alors l'environnement devrait être inclusif de fait, de façon à ce que n'importe qui trouve sa place, quels que soient ses besoins. Néanmoins, ça nécessite aussi, on l'a vu avec le parcours de Kevin ou le témoignage d'Agnès sur le sport, c'est un cheminement pour permettre de développer certaines habiletés, ainsi de suite. Et du coup, arriver à l'inclusivité, c'est travailler ensemble pour permettre également aux personnes individuellement de pouvoir travailler sur elles et d'ajuster, de procéder à un rééquilibrage entre les attentes d'un environnement qui peuvent être parfois pesant et les capacités et les possibilités de la personne. Voilà, donc on va juste procéder à la conclusion très très rapidement. Donc tu me la laisses en fait. Oui, on a dit quasiment tout. Donc tu as parlé notamment d'un territoire sur lequel il y avait des initiatives. On en a vu quelques-unes, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Une collaboration, un soutien des institutions départementales, institutionnelles, un partenariat. Il y a, à mon sens, donc un bon potentiel, mais il reste sur un fonctionnement. Enfin, se travailler ensemble, on ne sait pas le faire. Même si on est sur des mêmes objectifs, ces objectifs des différents acteurs, des acteurs associatifs, enfin principalement associatifs quand même, voilà, on peut le dire. Il y a une concurrence entre les associations. Elle existe, et bah oui, ça paraît pas, mais on va défendre son association. Le système de financement des associations pousse à ça. Il faut aller montrer le développement, rendre du chiffre, machin, il faut se développer. Au bout d'un moment, l'association, je parle en une façon peut-être un peu pris parti, mais elle cherche à se développer. Elle en a oublié son objet initial, enfin presque. C'est un peu ça, mais c'est le fonctionnement du financement des associations qui pousse à ça. Alors qu'on y arrive sur le terrain, on le voit dès qu'on est avec des acteurs de proximité, ou alors c'est souvent des relations plus, on ne sait pas pourquoi, avec plus d'affinité avec d'autres associations, ou tout simplement sur la proximité, qui fait que là, on y arrive, on travaille ensemble par bon sens. Mais après, quand on se retrouve à gérer ça, enfin, à faire tourner son assos, le milieu du sport, il y a un cloisonnement, c'est terrible, hein. On avait parlé de clubs de foot, ils sont voisins. Enfin bon, c'est un exemple, enfin, je dis ça, mais tout, il y a un cloisonnement. Les assos gestionnaires de personnes en situation de handicap, n'en parlons pas. Il y a un cloisonnement hyper important alors que l'objectif est le même. Les financeurs, les financeurs, ils financent des petits trucs comme ça, alors qu'il y aurait une réflexion globale, une coordination et un travail collectif du milieu associatif. Bon, alors ça, c'est mon conclusion très personnelle. je donne le métro à Cathy. Comme le réveil, mais enfin bon, je m'approchais discrètement. En tout cas, merci beaucoup, parce qu'effectivement, tous ces témoignages sont très sincères, et effectivement, donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez, on va prendre part un peu à la discussion. Alors, il faut que nous ayons quitté donc, l'amphi à 20h, parce que pour des raisons de sécurité, il faut qu'on ait donc quitté la salle avant 20h15. Donc, on va aller un petit peu aller vers le timing, de 20h à 20h maximum, mais en tout cas, c'est l'occasion pour vous de pouvoir donc poser des questions, échanger avec donc, les différents intervenants. Est-ce que vous avez des... Très bien. Bonsoir. Je voudrais d'abord savoir si vous pouvez donner un peu plus de détails sur les politiques soutenantes de la CAF, de ceux qui soutiennent, des institutions qui soutiennent. Concrètement, elles soutiennent, et quel est le résultat de leur soutien? Concrètement, qu'est-ce qu'elles ont créé? Qu'est-ce qu'elles soutiennent? Alors, on va prendre ça. Ça va être très compliqué de parler, de vous regarder en même temps, mais je vais essayer de faire les deux. C'est charmant. Alors, du coup, concernant le soutien des politiques, en tout cas des institutions départementales, déjà, il existe parce que nous existons. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour parler du relais, et du coup, je laisserai Isabelle après parler du financement du DAIS, le relais loisir handicap 30, quand on s'est monté
en association, on a pu exister et passer de 1 salarié à 2, puis 3, puis 4, et ouvrir le dispositif au secteur de la petite enfance, parce que du coup, on a eu des financements CAF majoritairement. On est financé à 80% par la CAF qui nous permettent d'exister aujourd'hui. On sait très bien qu'on est... on a très peu d'autonomie financière, forcément, on n'est pas sur des milieux lucratifs. Demain, il n'y a plus de financement à ce niveau-là, on n'existe plus. Donc c'est en ça que je dis que le département du Gard est assez riche là-dessus. On le voit à l'épaule d'appui. Il y a énormément de départements où il n'y en a pour l'instant pas. Actuellement en France, il en existe à peu près 54. Beaucoup sont soit descendants de grosses associations d'éducation populaire ou du médico-social. Très peu ont des financements institutionnels. Nous, ça nous permet de maintenir l'association avec une forme de neutralité, ce qu'il n'y a pas quand on est porté par une fédé, par exemple, ou un gros pôle, parce qu'on a déjà une étiquette, et ce qui limite les possibilités d'action à l'échelle du département. Donc en fait, c'est en ça que je dis que les institutions sur le département soutiennent quand même ces actions-là, parce que la plupart des dispositifs dans le Gard vont être financés par le conseil départemental, la CAF ou la SDGES. Est-ce que tu veux parler du financement du DAIS ? Rapidement, parce qu'on retrouve les mêmes partenaires. Avec un ordre inverse, on est beaucoup plus financé par le conseil départemental, le DAIS, que par la CAF. Donc on a une petite entrée CAF, et c'est à peu près la même proportion, mais en sens inverse. La CAF finance plus parce qu'on est beaucoup sur le secteur de l'enfance. Et donc pour le DAIS, il y a un financement de par le service des sports et de par le service autonomie, justement par la démarche inclusive. C'est le DAIS, le sport, c'est plus le comité sport adapté, le service des sports. Et le DAIS, c'est plus le service autonomie. Voilà, c'est des exemples. Après, Odile, je pense que tu parlais de ton projet d'Aspi Family. Donc, du coup, c'est pas tout à... oui. Évidemment. Je veux juste dire que nous, c'est les autistes. Alors, je pense qu'on est... je ne sais pas si on est un peu à part ou pas à part. Certainement qu'on est à part. Ce que je voudrais faire comprendre et vraiment signaler là ce soir, c'est que il est déjà difficile, c'est à vous, monsieur, que je le dis, c'est déjà difficile en tant qu'autiste, enfant autiste, d'aller à l'école. Déjà, c'est la base. D'avoir la santé, d'avoir des psys, des pédopsychiatres, bref, adaptés. C'est ce qu'on cherche, nous, dans notre asso, des médecins même adaptés aux enfants autistes. Alors, rien que ça, déjà, c'est la base. Alors, vous pensez bien que les loisirs, le sport, les mamans qui ont arrêté de travailler parce qu'on ne prend pas leur enfant à l'école, qui se retrouvent au RSA, je dis toujours la même chose, mais je le répète inlassablement parce que c'est la vérité. Et c'est très répandu. C'est pas que ça, mais c'est très, très, très répandu, l'impossibilité d'avoir juste son enfant, avoir une scolarité. Alors, dans les toutes petites classes, ça va. En primaire, ça se passe plutôt moins bien. Mais alors là, après, c'est très, très compliqué. Donc, perte d'emploi, des mamans qui sont souvent seules, pas toujours, mais de grosses difficultés à survivre. Déjà, avec 2 salaires, c'est pas facile, mais avec un seul. Et aussi un isolement. Nous, on s'est créé comme ça, pour sortir les mamans de l'isolement, parce qu'on est isolé par rapport à la famille, par rapport au sport, au loisir. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la culture. Faut savoir que les autistes aiment beaucoup l'histoire, aiment beaucoup la nature, aiment beaucoup... Voilà. Peut-être un peu moins le sport, parce qu'il y a un rapport au corps et un rapport à l'environnement, enfin à l'espace, et aussi à l'autre, parce que les sports d'équipe, c'est compliqué. Mais voilà, tout est possible. On a rencontré Kevin, qui est venu nous voir et qui nous a transmis sa joie, toute sa positivité, et ça fait du bien. Et les gamins étaient très contents, et les parents aussi, par le fait. Mais voilà, il y a une réalité, et on aimerait bien que ça change, déjà pour l'école, déjà pour la santé, mais aussi pour tout le reste. Nous, on se bat entre nous. Il y a de la pérédance, on a des autistes un peu plus âgés qui donnent des cours de dessin, des cours de peinture. On se débrouille ensemble à sortir, à faire des sorties culturelles, etc. Après le sport, franchement, voilà, c'est compliqué. Ouais, je réponds juste. En fait, le sport, chacun choisit son outil. Pour certains, ça va être le sport. Pour d'autres, ça va être le chant, la culture. Enfin, voilà. Mais je pense que c'est bien de globaliser ça dans l'activité de loisir. Enfin, c'est on l'a mis en avant. Là, ce que tu dis, en fait, c'est en effet c'est un outil secondaire, mais pas tant que ça.
Pas tant que ça, C'est justement. important. Il Ça fait apporte vraiment- énormément, justement, dans l'accès à la participation sociale. C'est un aspect hyper important. La lutte contre l'isolement. Il n'y a pas de rendu attendu. Il n'y a pas de performance à rendre. Et donc, du coup, on peut se retrouver aussi dans ces activités de loisirs. Il se passe beaucoup de choses, des fois entre les familles, tu l'as dit. Donc, je pense que c'est dommage de le négliger, de se dire, je comprends hein, le combat médical, le combat de l'école, je le comprends, mais ne pas négliger cet aspect relation humaine qui se crée, de relations sociales, et dont les personnes en situation de handicap, les personnes autistes aussi souffrent énormément d'isolement, même si on dit qu'ils veulent pas, enfin voilà, toutes les caricatures qui peuvent être données, la demande de relation est longue, on le sait, et les familles aussi. Donc ce biais-là du loisir, sport, peinture, culture, chant, peu importe, mais je pense qu'il n'est pas négligé. Juste pour compléter très très rapidement, effectivement, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on a un dispositif qui, en fait, en toute logique, si le monde fonctionnait bien, ne devrait pas exister. On sait bien qu'on vient compenser, que bien évidemment, à des moments, on vient mettre des pansements sur des jambes de bois et que bien souvent, j'ai l'impression, moi, décoper une barque qui coule avec une passoire, avec quelqu'un qui continue à faire des trous en dessous. Mais on continue à y croire, malgré tout. Et par rapport justement aux familles, en tout cas avec des enfants, des troubles du neurodéveloppement et notamment des TSA, on a bon nombre d'enfants qu'on accompagne, en tout cas qui passent via le relais pour avoir des temps de loisirs éducatifs en milieu collectif, donc accès centre de loisirs, espace jeune, ainsi de suite. On a de plus en plus, et c'est un constat qui est extrêmement triste, et c'est en ça que je vous rejoins, de plus en plus d'enfants qu'on va accompagner pour qui le centre de loisirs, l'espace de loisirs n'est plus que le seul endroit en milieu ordinaire puisqu'ils sont déscolarisés, désinstitutionnalisés faute de place, et que les familles sont effectivement dans des impasses avec généralement des grandes fragilités familiales, souvent le couple familial explosé, des familles monoparentales. Effectivement, cet aspect isolement qui est terrible, très peu de réponses à apporter en face, donc il y a toujours des petits dispositifs qui se créent à droite à gauche, et effectivement, ça paraît peu par rapport à l'immensité. Et en même temps, je me dis qu'il n'y a pas de petits pas. C'est fatigant hein, des fois et usant, et c'est cette impression de faire 2 pas en avant, 10 pas en arrière systématiquement. Mais je pense que si on met toutes les petites gouttes ensemble, on arrive à remplir un verre, et c'est vraiment toute l'idée aussi de pouvoir travailler en réseau et venir enrichir. Et même si ça paraît peu, ce petit temps de loisir, c'est aussi à un moment donné un accès ou une porte ouverte qui va permettre après peut-être d'ouvrir d'autres choses, ou peut-être pas. Mais en tout cas, effectivement, on fait avec les contraintes du système et c'est pas idéal. En précision, comme vous vous êtes adressé aussi à moi, alors sachez que je ne représente pas tous les pouvoirs publics, je ne suis pas président ni de la CAF, ni du conseil départemental. Pardon ? Oui, tout à fait. Mais du coup, de ce que je comprends, c'est que nos constats sont partagés, tant les votes que les notes. Enfin, sur le manque de personnel, on l'a dénoncé dans un rapport qu'on a publié il y a 2 ans sur la santé mentale des enfants. Sur les difficultés de scolarité des enfants sur son handicap, on a fait un rapport qu'on a publié à la rentrée dernière, où on dénonçait aussi le manque d'AESH. Enfin, je partage tous vos constats. Après, nous, aux défenseurs de droits, on est chargé de veiller au respect des droits et des libertés en France. Donc, on dénonce toutes ces atteintes aux droits régulièrement dans différents rapports. Par l'activité concrète aussi de nos délégués qui tient des permanences, on cherche à rétablir les personnes dans leurs droits. Après, on n'est pas financeur, donc c'est pas nous qui allons donner de l'argent aux structures pour mettre en place toutes ces actions. J'aimerais, hein, mais c'est pas encore le cas. Il y avait une question, je crois. Témoignage, bonjour. Enfin, bonsoir. Du coup, je vais faire 2 témoignages sur 2 choses. Du coup, la première par rapport à l'autisme. Je voudrais faire un témoignage sur une personne que je connais, donc qui est maman, qui s'occupe d'un autiste, qui a aussi un passé bien lourd derrière. Alors je parle aussi au nom d'elle, puisque je lui en ai parlé de ses conférences, mais malheureusement, elle ne peut pas venir. Elle est toute seule à élever son enfant. Moi, c'est une personne que j'ai vue évoluer depuis que son enfant a, je dirais, 8 ans. Donc, elle a été suivie par une association dans le cadre du médico-social. Et moi, je travaillais dans un centre social et culturel. Donc, il y a eu des croisements au niveau de certains projets. Et du coup, c'est comme ça qu'elle est arrivée au centre social où je travaillais, à faire des activités de loisirs.
Donc, il y a aussi le fait qu'il y a eu une relation de confiance qui a été instaurée entre elle et moi. Et dernièrement, son enfant, donc ils ont participé avec d'autres familles ordinaires à des activités, et notamment un repas partagé dans un parc, tout simplement. Et son fils est parti jouer avec les autres enfants. Et là, il y a eu vraiment une discussion de partage avec les autres parents. Donc, voilà, il a raconté son histoire, et on s'est fait vraiment cette réflexion, mais vraiment positive, que son fils a réussi à évoluer. Alors il est suivi aussi par les autres parcours, l'IME, etc. Mais tout ce travail justement en réseau qui a été fait, et du coup les autres associations de loisirs ont permis du coup à cet enfant de pouvoir évoluer. Alors les enfants voient la différence, mais voilà, vraiment je l'ai vu évoluer de manière très positive, à faire moins de crises, et puis même la maman à réussir de plus en plus à avoir confiance en elle, et voilà, donc je voulais témoigner quand même de ça, qu'il y a quand même des choses positives dans ce travail en réseau. C'est très très dur quand même d'accompagner, d'être constamment à s'occuper d'un enfant comme ça, donc mais aussi les autres enfants, tous d'ailleurs. N'est-ce pas? Donc voilà, je voulais quand même témoigner de ça. Donc oui, je pense que le loisir est aussi important que les autres accompagnements, le soin, etc. Mais on va y arriver, je pense. Deuxième réflexion, en tout cas témoignage. Donc je travaillais dans un centre social et culturel, et c'est vrai qu'il y avait. Donc moi, j'étais en charge de faire des demandes de subventions pour les actions que je pouvais mener. Alors c'était assez rigolo parce que j'étais sur un poste de référente famille, mais je faisais beaucoup de demandes de subventions par rapport aux seniors. Donc je ne voyais pas forcément passer aussi des demandes de subventions par rapport au handicap. Donc après, il y a quand même... est-ce que vous avez été... est-ce que vous êtes orienté vers les fondations privées? J'imagine que oui. Mais voilà, je voulais dire qu'il y avait aussi ce côté-là, parce que bien évidemment, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on est les structures actuelles sont quand même assez aspirées par tout ce côté financeur institutionnel. Voilà, comme il a été dit, c'est des actions, des financements d'action, action par action. Mais c'est vrai que les fondations privées sont quand même aussi là à financer des choses, des actions peut-être comme par rapport au sport, je sais pas. Je vais répondre, je pense que c'est le nombre d'associations en effet qui répond, son appel à projet, les APP. On est tout le temps en train d'en répondre, voilà, à peu près... on doit toucher 10% sur les... Enfin, ça passe... C'est un temps fou. On répond à des appels à projets, on passe un temps fou dessus. Ce temps-là, si on le compte, on perd des sous. Au total et final. Voilà. J'imagine l'association DEI, enfin, toutes les assos le font. Et en fait, vous avez souligné juste avant l'intérêt de travailler ensemble, le réseau. Et justement, dans les APP, on va dans la démarche inverse. On se monte les uns contre les autres, et l'inclusion, c'est l'affaire de tous. Et si on arrive au lieu de... On accueille une personne, on dit il y a tel besoin, je vais créer tel service, je vais grossir mon assos, j'aurai besoin de plus sous... Alors que l'assos d'à côté le fait, et on lui dit, voilà, moi je travaille avec les assos des aidants, les familles, je les oriente sur les assos d'aidants. Il faut vraiment... Et ça, on ne sait pas... C'est pas le problème, c'est qu'on ne sait pas faire. On le fait petitement, comme des petites expériences, comme ce qui se trouve là. Mais c'est ce modèle à inventer. C'est ce modèle à créer. Et là, il y a un gros boulot. Moi, c'est la seule issue que je vois dans la réussite pour faire accélérer. Et alors, on peut répondre le truc privé. Enfin, pour nous, on fait de l'enjeu. Je suis dans de l'enjeu public. C'est du service public. On est dans le service public. J'ai aucun remords à demander de l'argent public. C'est de l'associatif, c'est du travail au rabais. On est d'accord. Donc, aucun remords à monter des demandes de subventions sur de l'argent public. Voilà.
Mais voilà, c'était juste problématique. Ouais, il n'empêche, moi, je suis élue au comité, et c'est vrai qu'au comité, on a des salariés qui ont des compétences, qui ont des formations, donc du coup, il y a un coût dans les salaires, et c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal quand même à faire vivre certaines associations et certains services, et c'est vrai qu'au comité, on réfléchit, nous, dans le comité directeur, à aller voir dans les fondations, à faire appel à des mutualités. Enfin, voilà, c'est ce qu'on fait avec le président, et on est souvent en visio par rapport à ça, où allons-nous chercher encore plus de sous. Et quand on parle aussi pour faire travailler tout le réseau, au niveau de l'IME, là, donc on répond aussi maintenant, c'est des appels à manifestation d'intérêt des amis, AMEI, des appels à manifestation d'intérêt, c'est bon. Donc on a des enveloppes qui s'appellent des CNR, donc des crédits non reconductibles pour une action ou pour une autre. Et donc nous, à l'IME, on vient de répondre, mais voilà, on a répondu, nous, de notre côté, pour un moment de répit, puisque nous, on est ouvert 210 jours par an, donc on a des périodes de fermeture. Donc on a répondu pour février pour faire une semaine en accueil de jour pour des enfants des 6-12 avec des enfants porteurs de déficience intellectuelle, mais aussi de TSA. Et c'est vrai que là, le gros boulot qu'il y a, donc on a eu l'AMI. Mais là, le boulot, c'est ça, c'est de travailler en réseau et d'arriver vraiment à proposer des actions et des temps d'activité qu'après les familles et qui pourront aller sans avoir des refus et sans avoir besoin de nous non plus. C'est ça tout le travail aussi qu'on a à faire et qui est tout à développer sur chaque petit territoire. Parce que nous, c'est autour d'Alès et sa région. Juste pour préciser, c'est vrai que les fondations, c'est un des leviers financiers qui peuvent être intéressants. Le seul problème, c'est que c'est du one-shot. Et qu'en fait, la grosse difficulté, c'est de pouvoir asseoir des financements pérennes. Le problème des fondations, c'est que souvent, c'est sur des appels à projets. Qui dit projet, dit action. Donc, développer encore plus que ce qui est fait actuellement, alors que le but, déjà, ça serait de pouvoir assurer et maintenir l'activité principale. Parce que finalement, alors ça a été dit, à force de vouloir multiplier, on se perd dans plein de choses et que finalement, l'activité première, on n'arrive même plus à la maintenir. Et c'est des discussions qu'on a. On fait partie là d'un projet régional avec les ARS, avec l'ARS et les CAF d'Occitanie. C'est souvent une discussion parce que les ARS partent sur un financement en one-shot des dispositifs liés au handicap. Ah pardon, en une seule fois, un seul financement, une action. Et la difficulté, c'est de créer des dispositifs ou en tout cas donner vie à quelque chose sans pouvoir assurer sa pérennité. Et ça, c'est aussi dangereux parce que derrière, on vient donner des illusions au public, aux habitants d'un territoire, pour derrière leur dire au bout d'un an, en fait, on n'a pas les moyens de le maintenir. Et là, c'est compliqué en fin de compte aussi. Donc c'est toujours c'est toujours un jeu d'équilibre qui peut être qui est compliqué entre le mieux est pire que le mal. Enfin voilà, on essaie toujours d'être un peu sur la ligne pour garantir quelque chose de pérenne. Oui, moi alors c'est Nicolas de Roller Libre, c'est un club de roller sur Nîmes. Moi j'ai une question très très concrète et un peu juridique aussi, donc j'aimerais bien vous la poser. En fait c'est pour tous ces, en fait finalement l'inclusion est liée et souvent on n'est pas au courant en fait. C'est-à-dire que donc moi je suis investi dans le club de manière récente. Le club est tout jeune, je crois qu'il a 4-5 ans, et là on travaille sur cette question de l'inclusion. On va travailler avec un IME, donc là c'est balisé, c'est repéré, on va aller à l'IME, on va rencontrer les enfants, c'est des institutions, voilà. On sait qu'il y a du handicap. Mais finalement, dans notre club, il y a des enfants en situation de handicap et on ne le sait pas. Et c'est assez extraordinaire. Et même moi qui travaille depuis des années, notamment l'année dernière, je peux vous donner 2 exemples. L'année dernière, j'aide un petit peu, je ne suis pas éducateur sportif, mais je soutiens un petit peu les cours, et j'ai passé quelques mois à accompagner une jeune fille qui est sourde. J'ai travaillé 3 ans avec des enfants sourds et je ne me suis pas rendu compte qu'elle était sourde. C'était quand même extraordinaire, ça remet un petit peu en cause, mais voilà. Et cette jeune fille n'est pas revenue cette année. Ça n'a rien à voir, évidemment, mais quand même, je m'en suis rendu compte en fin d'année. Et du coup, mince, parce que peut-être qu'elle avait des besoins,
mais parce que, effectivement, elle n'a pas arrivé en disant « je suis sourde ». Alors, je sais qu'il y a des gens dans le club qui le savaient, mais ces gens dans le club, ils n'ont pas osé venir me voir pour me dire « elle est sourde ». Pourquoi on en parle ? Avec qui on en parle ? Et je me dis, j'ai juste un petit picotement en me disant, j'espère qu'on a répondu à ses besoins à cette jeune fille et que finalement, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas revenue cette année. J'ai repéré, alors du coup, j'ai un peu nez quand même sur les troubles cognitifs. J'ai repéré 2 enfants qui avaient des troubles, notamment TDAH, et qui entraînaient des troubles du comportement, des enfants un peu qui n'écoutent pas trop, etc., etc. Donc il y a un travail à faire avec ces familles, mais ce n'est pas dit. Et là, notamment, on a repéré un jeune qui a des troubles autistiques, c'est évident. Mais je ne me vois pas aller voir ces gens. Mais ce jeune et cette famille, effectivement, et ça fait des années qu'ils se bagarrent, qui se taisent, ils ont des droits et qui font en sorte de pouvoir inclure leur enfant en classe, etc., etc. Donc ils ne vont pas venir nous dire il est en situation de handicap. Mais moi, je le repère et je pense que ce sont des jeunes qui ont des besoins particuliers. Mais je ne me vois pas aller les voir en leur disant tiens, votre enfant il est un peu bizarre quand même. Et voilà. D'autant plus que, alors on parlait d'argent tout à l'heure, on a obtenu une petite bourse de la Banque Populaire. Le président a fait un gros travail là-dessus, une petite bourse pour permettre à ses enfants de payer un peu moins, comme vous disiez tout à l'heure. On a travaillé sur cette question de la précarité. Mais comment je fais, moi ? Parce qu'effectivement, s'il a une reconnaissance d'enfant en situation de handicap, il peut bénéficier de cette petite aide financière et tout, mais comment je fais ? Et je ne me vois pas évidemment aller voir cette famille en leur disant votre enfant il est un peu bizarre, excusez-moi des termes, c'est pas péjoratif, c'est un peu pour sourire, et comment j'en parle ? Est-ce que j'ai le droit d'en parler ? Et à partir de là, d'en parler avec qui ? Et dans l'absolu, comment un club comme le nôtre peut mettre en place des outils pour que les familles, dès le départ, sans avoir à en parler, puissent se sentir autorisées à venir parler du handicap, parce que, en tout cas, moi, je pense que quelles que soient les situations de handicap, qu'elles soient légères ou pas, c'est pas vrai, cette notion de légèreté un peu stupide. Comment on fait pour créer du dialogue dès le départ, même si on n'est pas dans une voie institutionnelle balisée. Voilà. Et est-ce qu'on peut ? Je ne sais pas. Oui, alors, votre discussion me fait penser un petit peu justement à cette différence. Pour moi, on n'est pas dans l'inclusion, on est dans l'intégration. C'est-à-dire, alors ça se retrouve beaucoup chez les ados qui veulent camoufler, quelque part. Et c'est eux qui se sont adaptés au club. Jusqu'à ça tient. Tant que ça tient, ça tient. Ils laissent tenir. La démarche inclusive sera justement, du coup, mais ça ne changera aussi. Ce dialogue des enfants pourra changer que quand les représentations de handicap changeant, comment un adolescent on peut l'imaginer quand même, ce qu'il vit, se dire je vais afficher mon handicap, ça paraît en effet, mon handicap difficile. Ça, à mon avis, ça, c'est du chemin. Ça, on retrouve cette problématique beaucoup à partir de 12 ans, 12-18 ans, où en effet, non, je ne vais pas dire ma différence. On trouve ça au collège aussi, se mettre même la tenue vestimentaire. C'est la même démarche, à mon sens. Et justement, c'est cette transition vers de l'intégration à l'inclusion, où l'inclusion fonctionnera. C'est-à-dire, c'est presque, on va affirmer sa différence. Il faut l'affirmer pour qu'elle soit prise en compte. Tant qu'elle n'est pas affirmée, en effet, l'environnement ne pourra pas la prendre en compte. Je donne aucune réponse à la question, aucune solution, on s'en doutait. Oui. Mais après, du coup, est-ce que d'une façon aussi plus générale, je pense que ça évolue là-dedans et que les familles, petit à petit, à partir du moment où les représentations évoluent un peu plus positivement, pourront faire des remarques. Si systématiquement on demande dans le dossier d'inscription, y a-t-il des besoins ? C'était tout bête, ça prendra peut-être longtemps, mais votre enfant a-t-il besoin de besoins moi, c'est ce que je fais c'est les besoins particuliers. Ça peut être ne mange pas de... peu importe. Chacun y met ce qu'il veut dedans. Mais c'est ouvrir une porte à peut-être faire une remarque. Mais en effet, je comprends, même sur le DAIS, il y a eu des personnes qui viennent me voir DAIS. Donc du coup, en soi, l'ont connu. On me dit oui, mais vous le dites pas que je suis venue par le DAIS. Donc du coup, ils l'ont demandé le coup de pouce, mais pas au niveau du groupe. Et on trouve ça chez les adolescents. Moi, tant que l'enfant ou l'adolescent me dit je veux pas dire, je ne dis pas en effet. C'est pas possible. Mais je sais que je ne suis pas dans la démarche inclusive. En attendant, je suis obligée de respecter le choix. Tu veux compléter, Aurore ? Du point de vue légal. Il y a deux interventions, donc si
si vous voulez compléter, mais très rapidement, mais si on pouvait écouter ces deux interventions. Je n'ai pas beaucoup plus de réponses qu'Isabelle. Je crois qu'il y a la question quand même du secret qu'il faut respecter dès lors que l'enfant, le jeune, exprime le souhait de ne pas révéler son handicap. Il faut respecter ça. Je crois aussi que dès lors que les parents ne le signalent pas pour une raison ou pour une autre, il faut aussi respecter cette décision. Je vois dans un certain nombre de dossiers qui nous sont soumis que parfois les parents ne sont pas prêts à reconnaître que leur enfant a un handicap. C'est parce que c'est très très difficile pour eux. On est parfois saisi par des instituteurs, des institutrices qui nous disent cet enfant il y a un problème, il met en danger d'autres enfants, mais la mère refuse d'aller vers une reconnaissance de son handicap. Donc bon voilà, c'est des choses qu'il faut accepter. Et de toute façon, je crois que si jamais il y avait des besoins, peut-être. Non, je réfléchis à voix en vous disant ça. J'espérais que les parents l'auraient signalé, mais c'est pas toujours le cas non plus. Mais dans tous les cas, je salue votre démarche. Quand même, c'est important d'y réfléchir, de voir comment accueillir au mieux ces enfants pour répondre à leurs besoins. Donc continuer ainsi, quoi. Mais j'ai pas vraiment de... Par contre, je me permets vraiment d'insister sur une chose, c'est pas parce que cette information elle est divulguée d'une façon ou d'une autre qu'il faut que tous les professionnels, que tous les bénévoles soient au courant de ça. Hein. C'est déjà en amont de pouvoir, parce que si la famille, l'enfant nous dit oui, vous pouvez en parler à telle personne, c'est vraiment l'amont de ça, c'est pour éviter que ces enfants en situation de handicap, on ne réponde pas finalement, vous savez, parce qu'on n'a pas l'information. C'est vraiment le tout début de la chaîne, après on va se débrouiller. Hein. Mais du coup, effectivement, comme le disait Isabelle, je pense que la première chose, c'est de poser la question des besoins. Mais dans le dossier, c'est bien, parce qu'on répond pas. Alors, bonsoir, très rapidement du coup. Pour ma part, j'appartiens à un dispositif d'État et je connais certains intervenants et en tout cas, je voulais saluer leur travail sur le terrain parce que moi, je trouve que là, voilà, aller vers l'inclusivité avec certains partenaires, c'est quand même très intéressant. Mais je voudrais aussi quand même, moi, ce que je retiens, et j'en ai parlé jeudi dernier, c'est toute cette difficulté effectivement à travailler en réseau pour plein de raisons que vous avez évoquées que je rejoins complètement. Et puis aussi par rapport à la difficulté aussi de cette coordination, qu'on s'y perd au final. Les parents n'ont pas la lisibilité de tous les dispositifs qui leur sont offerts. Quand on s'adresse à certains dispositifs, malheureusement, ils sont tout petits, donc il n'y a plus de place. Donc ça laisse beaucoup de personnes, de familles et d'enfants sans solution, entre guillemets. Hein. Mais voilà, en tous les cas, vous avez parlé aussi au tout début, moi ça m'a un peu interpellée, de la question de l'autodétermination des usagers, entre guillemets, des familles. Moi, c'est un peu un concept qui me questionne, qui peut m'inquiéter aussi. Donc, j'aimerais avoir une définition un peu précise de ce que vous entendez par là, de comment c'est travaillé. Il y a des postes qui commencent à se créer, en plus d'assistants de parcours, etc. Voilà, j'aimerais savoir à quoi ça correspond et vers quoi on tend. Parce que c'est quelque chose, moi, qui peut m'inquiéter en tant que travailleur social, pour plein de raisons, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire preuve d'autodétermination, en tout cas des familles, des parents. Tout le monde peut, mais sous certaines conditions aussi, en fonction de son milieu social, en fonction de l'éducation qu'on a reçue. Voilà, il y a plein de choses qui favorisent ou pas cette autodétermination. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'on en parle. On n'a plus le temps, tant pis. Non, voilà. Juste très rapidement, c'est vrai qu'Isabelle me regarde et ça fait au moins 3 ans qu'on travaille là-dessus, sur l'autodétermination, que nous avons par exemple Marc Blain, vous pouvez regarder ses publications, et d'autres personnes. Isabelle m'a dit qu'elle en connaissait encore un nouvel interlocuteur qui est très intéressant au-dessus. Et c'est vrai que Marc Blain dit justement, l'autodétermination, c'est pas, on n'est pas avec, ça s'apprend. Et en fait, c'est savoir dire oui parce qu'on a su dire non à un certain moment. Et tout ça, du coup, c'est nous aussi dans nos actions au quotidien et d'essayer d'être dans cette autodétermination-là pour les personnes qu'on accompagne, mais autant pour les familles et pour l'environnement. Voilà, et c'est ça. Et je pense que ça se travaille. Là, c'est vrai que nous, on le travaille très régulièrement sur nos établissements aussi. Voilà. Moi, je voulais juste parler de quelque chose par rapport aux licences, s'il vous plaît. Donc, par rapport aux licences, c'est qu'encore, nous, on a un professeur APA à l'IME, où régulièrement, il dit aux familles qui reçoivent aussi le passeport. Et ça peut favoriser aussi, ouais, c'est 50 € et il faut l'activer. C'est un code qui arrive par la CAF.
et qui arrive en début d'année, en septembre, en début d'année scolaire. Donc ça peut être quelque chose aussi à activer régulièrement et dire, donc du coup, vous dans vos clubs, que les familles peuvent, pour les enfants, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, je crois que c'est jusqu'à 30 ans. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir et c'est un plus. Voilà, juste. Un petit levier. C'est fini, j'ai le temps ou pas? Vite fait, bien fait. Je sais pas si... D'accord, j'ai eu la chance pendant 30 ans de gérer un lieu d'accueil qui s'était spécialisé, ce qu'on appelle du tourisme adapté, du tourisme social, justement à Anduze, en bas des dolmens, puisqu'on vous a vu passer, etc. Enfin, maintenant, je suis à la retraite. Et on avait la chance, d'abord, c'était dans un milieu associatif, on travaillait avec 4 lieux d'accueil qui étaient proches, donc ça fonctionnait très bien. Et on a organisé pendant 5 ans les 4 heures du pays Sévenol en VTT. Il y avait une partie en randonnée, mais c'est surtout le VTT qui était intéressant parce que c'était des binômes, couples de 2, qui faisaient 4 heures, 2 fois 2. Hein. Et il y avait du valide, il y avait de l'enfant, il y avait du psychotique, il y avait la totale. Et c'est vrai que c'était des journées inoubliables. Et par ailleurs, il m'était arrivé aussi d'emmener des groupes en situation de handicap, bien sûr. À Montpellier, il y avait une course qui se faisait. Est-ce qu'elle se fait toujours? Moi, je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans. Voilà. Et je veux dire, là, c'était que des personnes en situation de handicap. Et je veux dire, entre l'inclusion que moi j'ai connue sur Palière, enfin, près d'Anduze, et ce qu'on a vu à Montpellier, il n'y a pas de comparaison, quoi. Voilà, c'était extraordinaire ce moment de partage. Je voulais parler de l'inclusion. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire encore une autre chose, mais vite fait, bien fait, c'est une petite plaisanterie pour la route. Il n'y a pas que les gens en situation de handicap qui ont des troubles cognitifs. Il y a des fois des groupes aussi qui, comment je pourrais dire, qui ont un comportement étrange. Je vais vous, vite fait, bien fait, une personne de 40 ans qui veut faire son anniversaire, aucun problème, on sera une vingtaine, il n'y a pas de problème. Ah ben écoutez, ça tombe bien, on est agréé pour 21 personnes. Et en fin de compte, ils sont venus à 57. Il y en avait qui étaient dans le réfectoire, il y en avait qui étaient dans la cuisine, ils ont dormi pendant une nuit comme ça. Voilà, et puis une autre petite chose, quand on a un lieu, là c'est vite fait, si vous voulez demander un agrément, il vous faut le fauteuil. Si il y a des malvoyants, il va vous falloir l'alarme visuelle. Si, il va falloir couper les contreventements, s'il y a des contreventements, etc. Et là, c'est vraiment, avoir cet agrément-là, c'est vraiment très dur. C'est même, en Cévennes, dans des bâtiments qui ont 3 siècles, c'est impossible. Merci. Merci. Tu arrêtes, tu veux lui poser une question. On veut poser des questions. Merci. Juste un mot, si c'est possible, Cathy, juste pour vous signaler que je vous ai fait une longue liste de toutes les entraves à l'accès aux droits, aux loisirs, au sport que peuvent rencontrer les enfants. Si dans votre entourage, dans votre pratique professionnelle, vous êtes amené à connaître de ces situations, n'hésitez pas à les signaler aux délégués du défenseur des droits qui sont présents dans votre département et dont la mission sont de vous aider, de les aider à faire valoir leurs droits. Donc voilà, vous en avez 3 dans la salle. Sur Internet, vous allez sur le site Internet défenseur des droits, vous tombez sur les coordonnées des délégués du département et c'est gratuit. Vous pouvez avoir un rendez-vous rapidement avec eux, donc n'hésitez pas. Alors moi, je rajoute une petite question. J'aimerais bien savoir ce qui vous inquiète dans l'autodétermination, mais on va en parler dehors. Bien, en tout cas, merci à tous. Et donc, je répète, donc la table ronde est enregistrée. Et donc, l'université mettra donc cet enregistrement sur le compte YouTube de l'université. Et donc, je vous enverrai un petit lien pour pouvoir y accéder plus facilement. Voilà.